Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais poursuivre la réflexion commencée dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes demandé si l'existence d'un Dieu créateur conscient qui s'est créé lui-même était logique, et nous nous sommes rendus compte qu'en effet c'est plus que logique. Pour rappel, parce que sans cause première née à partir de rien, il n'y aurait rien normalement, et cette cause première a été nécessairement douée de conscience, parce que seule une chose consciente est capable de se créer à partir d'elle-même. Donc voilà la conclusion de la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais parler de la science. Je vais poser la question, d'après la science, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Dieu, ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut apprendre, parce que la science ne nous renseigne que sur notre univers. Donc est-ce que notre univers a été créé par un Dieu, c'est-à-dire a été créé par une conscience intelligente? Alors quand je dis un Dieu, c'est avec un D minuscule, parce que en fait ça ne nous dit pas si ce Dieu est le Dieu premier dont on a parlé dans la première vidéo. Il est entièrement possible que ce Dieu premier ait pu créer d'autres dieux avec un D minuscule, c'est-à-dire des créatures divines, mais des créatures, et que ces créatures, par exemple, aient créé notre univers. Bon, tout est possible. Donc, le but de cette vidéo, c'est seulement de se demander si notre univers a été créé par un Dieu conscient ou pas. D minuscule ou D majuscule, ça, on n'en sait rien. Alors, donc pour répondre à cette question, en fait, il suffit de s'intéresser à la science. Beaucoup pensent que quand on s'intéresse à la science, en fait, on se débarrasse de la nécessité d'un Dieu créateur de notre univers. Alors ça, c'est c'est la première étape. Et l'étape suivante, en fait, c'est que quand on regarde vraiment, quand on s'avance plus profondément dans la science, et qu'on voit de quoi notre univers est fait, alors là, on tombe de stupeur devant la perfection de sa mécanique. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez prendre Pasteur, notre Pasteur, français, Pasteur qui a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science ramène vers lui ». Moi, quand j'ai lu cette citation, c'est déjà ce que je pensais à l'époque, et ça a mis exactement les mots précis sur mon sentiment. Et ce n'est pas seulement mon sentiment. En fait, il est connu dans le monde scientifique de pointe, là je parle vraiment de la recherche scientifique, que tout, absolument tout dans notre univers, que ce soit concernant la matière inerte ou le vivant, tout existe, car les lois de notre univers leur permettent d'exister, et si jamais ces lois étaient modifiées, là je parle pas de centième ou de millième de pourcent, mais de vraiment de milliardième, voire de milliardième de pourcent, eh bien notre monde ne serait pas viable, et la matière ne pourrait pas, il n'y aurait pas de matière, il y aurait seulement de l'énergie, de l'information, mais il n'y aurait pas de matière telle qu'on peut la voir. Alors, si vous ne me croyez pas, je prends à témoin des scientifiques reconnus qui le disent. Donc je peux vous donner un premier scientifique par exemple, un certain Michel Danton, qui a d'ailleurs écrit un livre qui expose tout ceci. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans notre univers a nécessairement été pensé par un créateur. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc voilà ce que dit Michel Danton. Toutes les données à notre disposition suggèrent que les caractéristiques chimiques et physiques de tous les atomes et de toutes les molécules qui constituent les êtres vivants doivent être précisément ce qu'elles sont, sans quoi la vie serait impossible. Voilà ce que dit Michel Danton. Michel Danton, c'est un biologiste, un docteur en biologie, donc lui, il s'occupe plutôt du vivant. Et voilà ce que nous dit Michel Danton. Tous les atomes et toutes les molécules qui constituent les êtres vivants doivent être précisément ce qu'elles sont, les caractéristiques chimiques et physiques de tous les atomes et toutes les molécules, sans quoi la vie serait impossible. Deuxième citation, c'est comme si tous les éléments qui participaient à l'édification d'une cellule avaient été spécialement préfabriqués pour les rôles biologiques qu'ils jouent.
C'est comme si tous les éléments qui participaient à l'édification d'une cellule avaient été spécialement préfabriqués. Voilà à quoi ressemble notre univers. Notre monde, notre univers ne ressemble pas à quelque chose de mou, quelque chose qui s'est, comment dire, qui a été sculpté à travers le temps. Non, 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 non. Les lois de la physique, pour tous les physiciens, sont immuables, et ce sont les mêmes depuis le Big Bang jusqu'à la fin de l'univers. Ces lois n'ont pas pu suivre un processus évolutif. Ces lois sont rigides, et elles ne changent pas, et ces lois sont exactement celles qu'il faut pour que notre univers existe. Alors, donc, Michel Danton, docteur en biologie. Maintenant, je prends un cosmologue, donc cosmologue reconnu, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui a été récompensé plusieurs fois. On trouve des vidéos de lui sur Internet, on peut le trouver facilement. C'est un bouddhiste, donc on peut pas lui faire un procès d'intention. Hein. Il ne cherche pas à prouver l'existence d'un dieu, donc, parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas de dieu, n'est-ce pas? Pas de dieu créateur, en tout cas. Donc ce docteur vietnamien qui s'appelle Trinh Xuan Tuan, je pense que ça se prononce comme ça, dit dans une vidéo que je mets en lien, il prend une caractéristique de notre univers qui s'appelle la densité de l'univers. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais lui c'est un astrophysicien, donc il sait évidemment exactement ce que c'est, et il dit que cette constante physique de l'univers a dû être déterminé à 1 10 puissance moins 60. 1 10 puissance moins 60, c'est-à-dire que ça veut dire 60 zéros après la virgule. Vous imaginez la précision qu'il a fallu pour déterminer cette constante de notre univers. Et il dit, il a fallu que ce soit ainsi, sinon, il le dit pas mais c'est sous-entendu, sinon notre univers n'existerait pas. Et ça, c'est seulement un exemple. Un exemple, mais en fait, à peu près toutes les caractéristiques de notre univers nécessitent une telle précision pour que notre univers puisse fonctionner. Nous, quand nous voyons notre univers, quand nous voyons les objets autour de nous, nous les touchons et nous disons, en fait, c'est pas compliqué, c'est très simple. Nous imaginons que si nous touchons notre table et que notre doigt ne peut pas traverser la table, on se dit, mais parce qu'elle ne peut pas traverser la table, c'est impossible. Mais en fait, pourquoi notre doigt ne peut pas traverser la table? Mais parce qu'il y a des forces physiques qui régissent tout ça. C'est-à-dire que quand on zoome sur la table, c'est du vide. Quand on regarde les molécules ce sont des atomes comme ça éloignés les uns des autres. Et quand on regarde un atome, c'est comme le système solaire, c'est-à-dire vous avez le noyau qui est ici, à peu près ici, et puis vous avez peut-être un électron qui est à cette distance-là, et entre les deux, c'est le vide. C'est-à-dire que la matière, pour que la matière soit stable, qu'elle soit comme ça solide, qu'on puisse la toucher, c'est déjà tout un mécanisme qui demande, comment dire, une merveille de perfection pour que les lois permettent aux choses d'exister. Quand on regarde, par exemple, les particules, pour nous, une particule, ça ressemble à une petite sphère, je parle des particules élémentaires, et quand on regarde un atome, on se dit, c'est tout simple, ce sont des particules qui se collent les unes sur les autres. Mais elles ne se pénètrent pas parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles se touchent. Mais non, une particule n'a pas de forme, une particule c'est seulement de l'information. Et le fait qu'elles restent à distance raisonnable et sans fusionner les unes dans les autres, c'est déjà quelque part c'est déjà un miracle. Voilà. Donc, parce que quand on regarde la flore, la faune de notre Terre, on se dit que c'est un processus évolutif qui a permis cette perfection. Mais cela ne joue pas pour les atomes, par exemple, les molécules. Parce que ces lois sont là depuis toujours. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cosmologue vietnamien nous dit que, en fait, la raison, l'explication la plus logique, c'est que cette perfection de notre univers est justifiée par ce que notre univers a été créé à dessein. Il a été créé par une intelligence. Bon, il ne dit pas intelligence parce que lui il est bouddhiste, mais il dit que il n'y a qu'un seul univers, qu'il a été créé tel quel. Et en fait, pour réfuter ceci, la seule hypothèse possible, c'est qu'il y aurait une infinité d'univers
dans lequel les constantes physiques seraient un peu différentes dans chacune, aléatoires, et que dans le nôtre on aurait de la chance parce qu'elles seraient toutes adéquates pour que notre univers puisse exister. Bon, c'est intéressant parce qu'on retourne dans cette espèce d'infinité, hein, comme dans la première vidéo, c'est-à-dire pour réfuter Dieu, il faut mettre des infinités dans tous les sens, parce que non seulement il faudrait une infinité d'univers, mais déjà ça ne pose pas la question de qu'est-ce qui a créé cette infinité d'univers. Bon. Et puis ensuite, j'aimerais qu'on se fasse une bonne idée de ce que c'est que l'infinité et que la chance qu'on aurait, hein, d'avoir un univers où tout a été choisi par hasard, mais on a eu de la chance et ça a marché. Quand on regarde notre univers, quand on regarde par exemple une cellule, la complexité d'une cellule, une cellule c'est comme une petite usine. Quand on regarde l'ADN par exemple, on voit que c'est comme une machine, c'est quelque chose qui est, comme dit Michel Danton, c'est quelque chose qui a été préfabriqué. Bon. Et en fait, on peut le comparer un peu à nos machines à nous. Quand on regarde, par exemple, les merveilles de technologie que l'homme est capable de faire, bon, je prends par exemple un avion de chasse, par exemple. Bon. Imaginons que nous voulions recréer un avion de chasse par hasard, un avion de chasse qui vole, hein, par hasard. Bon. Imaginons, voilà, les ingénieurs se disent, on en a marre de réfléchir. On a des super ordinateurs et ils vont tout calculer à notre place. Bon. Alors, imaginons les quelques paramètres qu'on devrait mettre. Je sais pas, par exemple, la taille des ailes. La taille des ailes, on dit, on sait pas la taille des ailes. Laissons l'ordinateur mettre une taille aléatoire d'ailes. Puis on verra ce qui se passe, si ça vole ou ça vole pas. Après, vous avez par exemple la taille des moteurs, voilà. Le diamètre du moteur, bon. La puissance du moteur, bon. Tout par hasard, tous les paramètres comme ça, on laisse un programme informatique mettre tout par hasard, puis à chaque combinaison il regarde si ça vole ou si ça vole pas, et puis si ça vole pas, bah il continue, voilà. Et à votre avis, combien d'essais devrait faire un tel programme pour retrouver un avion qui vole? À votre avis, combien? Je vais vous donner une image. Imaginons que vous preniez une photo, par exemple une photo d'un coucher de soleil. Photo d'un coucher de soleil, vous la mettez dans votre ordinateur et vous avez des pixels. Vous pouvez décomposer votre photo en pixels. Et vous vous dites que vous voulez recréer cette photo par hasard. Ça correspond à peu près à la complexité de notre univers. C'est-à-dire, pour recréer une photo par hasard, je pense que c'est beaucoup plus facile de recréer une photo prise avec un appareil numérique par hasard que créer notre univers par hasard. Bon. Donc imaginons que vous avez votre photo et vous prenez tous les pixels comme ça, vous les mettez dans un sac, comme ça vous mélangez, puis vous les donnez après à un programme informatique qui va prendre un pixel au hasard, il le met quelque part au hasard. Un autre pixel au hasard, quelque part ailleurs au hasard. Et puis il fait tout au hasard, comme ça, une fois qu'il a tout rempli, il regarde si ça ressemble à un coucher de soleil ou pas. Bon. Alors, à votre avis, combien d'essais doit faire ce programme informatique pour retrouver l'image initiale? Alors, sachant que une photo c'est plusieurs millions de pixels, la probabilité pour que il retrouve, plutôt le nombre de combinaisons possibles, c'est 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9, etc. fois 1 million. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Déjà 1 million fois 1 million moins 1, ça fait 1 million fois 1 million, ça fait 1 million de millions, quoi. Bon. En fait, je n'ai trouvé aucun outil, aucun ordinateur capable de me calculer le nombre de combinaisons possibles pour 1 million de pixels. La plus grande image pour laquelle j'ai été capable de calculer le nombre de possibilités, c'est un icône de 12 pixels sur 12 pixels. Si vous avez une image de 12 pixels sur 12 pixels, vous avez, tenez-vous bien, je l'ai noté quelque part, 10 puissance 250 combinaisons. 1 10 puissance 250, c'est-à-dire 250 zéros après la virgule. Une image, 12 pixels. Vous demandez, vous prenez les pixels, vous les mélangez, vous demandez à un programme informatique de vous replacer les pixels et de regarder si ça ressemble à l'icône de départ. L'ordinateur devra faire au maximum
200, plutôt, 10 puissance 250 combinaisons. Alors imaginez maintenant, comparez maintenant un pixel de 12, un icône de 12 pixels sur 12 à notre univers, à la complexité de notre univers qui est cohérent à toutes les échelles, à l'échelle atomique, à l'échelle de la cellule, à l'échelle de la molécule, à l'échelle, à notre échelle à nous, à l'échelle cosmique. Avec cette complexité, ces lois qui permettent à la matière d'exister, qui ont permis à notre terre d'exister, à notre flore, à notre faune. Imaginez, et la vie, je ne parle pas de la vie, hein. Pour que la vie naisse, déjà c'est impossible que ce soit par hasard. Alors imaginez la probabilité pour que notre univers existe par hasard, c'est zéro, quoi. C'est vraiment zéro. Ou alors si vous voulez mettre des millions de zéros derrière la virgule pour exprimer cette probabilité, libre à vous. Mais moi je vous dis c'est zéro. Voilà. Et oui, et dernière chose. En imaginant que notre univers ait été créé parce qu'il fonctionne. Imaginons on prend comme ça des constantes universelles par hasard, des lois de la physique par hasard, et on garde celle qui fonctionne. Mais en quoi cela explique la beauté de notre monde? Cela n'explique absolument pas la beauté de notre monde. Quand on regarde, ne serait-ce que le cosmos, mais aussi surtout notre Terre, quand on regarde la flore, la faune, quand on regarde un coucher de soleil, on voit que c'est un artiste qui est derrière ça. Et si jamais notre existence, notre univers, avait été sujet à un processus soit évolutif, soit éliminatif, dans le sens où on élimine ce qui ne fonctionne pas, si notre univers avait été guidé par la fonctionnalité pure, il n'y aurait pas de beauté dans notre monde. Et d'ailleurs on peut prendre comme exemple ce que nous-mêmes créons, nous les hommes. Nous créons certaines choses pour leur beauté, comme des peintures, certaines choses pour leur utilité, des machines, n'importe lesquelles, et puis des fois nous faisons un compromis, hein, ça peut être l'architecture par exemple. Et nous voyons bien que quand nous produisons des choses seulement pour leur fonctionnalité, comme vous allez dans une usine, vous regardez les machines, c'est pas joli, hein. Quand on regarde par exemple un camion de l'armée, c'est beaucoup moins joli que une voiture grand public profilée, faite pour plaire à l'œil. Et quand on regarde notre monde, on voit que ça n'a pas été, le monde n'a pas été créé ou n'existe pas seulement parce qu'il fonctionne, mais nous voyons qu'il est beau, voilà, qu'il a été créé pour sa beauté également. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Dernière chose quand même, à propos de la vie. Encore une chose que le hasard n'explique pas, c'est la naissance de la vie. Parce que en imaginant que notre univers a été créé par hasard, dans ce cas on devrait se dire qu'il a été créé une bonne fois pour toutes et qu'il n'y a pas eu d'intervention par la suite. Mais si on réfléchit à la vie, déjà j'aimerais qu'on fasse une première constatation, c'est que la vie ne se crée pas. La vie se transmet. Tout le monde sait que ce qui est mort reste mort. Et malgré toutes nos connaissances scientifiques actuelles, l'homme est incapable de créer de la vie. Ce qu'il peut faire, c'est la faire se reproduire. Voilà, ça il sait faire, mais la nature le fait déjà. Et par exemple, si vous cherchez création de vie artificielle sur Internet, vous verrez que l'expérience scientifique la plus avancée dans ce domaine, ça a été seulement d'injecter un ADN artificiel dans une cellule vivante. Mais la cellule était vivante. On ne peut pas créer de vie à partir d'une cellule morte, par exemple. On ne peut pas redonner la vie à quelque chose. Nous, êtres humains, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais qu'on m'explique, en prenant la théorie du Big Bang, par exemple. Si on prend la théorie du Big Bang, l'univers, jusqu'à avant un certain point, n'était pas viable. Donc la vie n'a pas pu être créée en même temps que notre univers. En fait,
il apparaît évident que notre univers a été créé comme un réceptacle pour la vie. Et que dans un premier temps, il a été créé, et dans un deuxième temps, la vie a été insérée dans cet univers. Parce que dans l'espace, la vie ne survit pas. Le jour du Big Bang, au temps du Big Bang, la vie ne pouvait pas exister. Il a d'abord fallu qu'il existe des endroits dans l'univers qui soient propices à la conservation de la vie. Donc il devient évident que en fait la vie a été insérée dans notre univers après sa création. Voilà. Donc évidemment cela va dans le sens d'une création à dessein par une intelligence, une conscience. Donc voilà la conclusion de cette deuxième vidéo. Donc première vidéo, la logique nous impose de penser que si nous existons, c'est qu'il y a quelque part une cause première, consciente, intelligente, créatrice de tout le reste. Dans cette vidéo, nous voyons que notre univers a été créé par une conscience intelligente. Dernière question, est-ce que ces deux entités sont la même ou pas? Donc, j'essaierai de répondre à cette question dans les vidéos suivantes. Merci de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt.